Bonjour. Juste pour vérifier, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, parfait. Donc, je vais commencer. Comme c'est ma première séance, donc il faudra être un petit peu patient avec moi. Voilà, donc on va terminer la partie sur les propriétés colligatives des solutions. On a déjà fait une partie qui traitait des solutions sur le point de vue concentration et tout ça, osmolarité. Maintenant, on va voir les propriétés colligatives des solutions. Alors, le plan de l'exposé, je vais l'organiser comme ceci. Donc, d'abord, une petite introduction. Après, on va voir les quatre lois colligatives qui sont la loi cryoscopique, la loi ébullioscopique, pardon, deux minutes. Donc, la loi ébullioscopique, la loi osmotique et la loi tonométrique. Puis, on terminera par les travaux dirigés. Donc, on fera quelques exercices euh, qui vont être une forme d'application à ce qu'on vient de voir. Alors d'abord comme introduction, donc que veut dire, puisqu'on traite des propriétés colligatives, que veut dire le terme colligative? Donc une propriété est dite colligative lorsque elle ne dépend que du nombre de particules en solution, donc ce qu'on appelle, on a appelé les unités cinétiques, indépendamment de la nature du soluté. Donc qu'il soit Na+, Cl- ou une protéine, on va les compter un par un. Donc, en latin, colligère, ça veut dire rassembler, dénombrer. Donc, ça va traiter du nombre. Donc, ça, c'est le terme colligatif. Qu'est-ce qu'il veut dire sur le plan d'utilisation? Alors, on va donner un petit exemple. Prenons deux solutions non électrolytiques, l'une qui contient 0,1 mol de glucose et l'autre qui contient 0,1 mol d'urée. Et des solutions électrolytiques qui contiennent 0,1 mol de NaCl, 0,1 mol de MgCl2 et 0,1 mol de FeCl3. Donc, trois solutions électrolytiques et deux solutions non électrolytiques. Alors, puisque on s'intéresse aux propriétés colligatives et que ces propriétés ne dépendent que du nombre, nous allons trouver que les effets des solutions, des solutés sur les propriétés colligatives seront, alors pour les deux solutions non électrolytiques, elles seront identiques, étant donné que nous avons le même nombre d'unités cinétiques, c'est-à-dire 0,1 mol de glucose, le glucose ne se dissocie pas, donc on aura 0,1 mol d'unité cinétique et 0,1 mol d'urée dans la deuxième solution. Donc les effets de ces solutés sur les propriétés colligatives seront identiques, on aura la même chose. Par contre, quand on regarde des solutions électrolytiques, 0,1 mol de NaCl, elle va avoir des propriétés colligatives deux fois plus importantes que, par exemple, celle du glucose ou de l'urée. Pourquoi? Parce que le NaCl va se dissocier et on va avoir pour une mol, 2 mols de d'ion. Donc, on va avoir deux fois plus d'unités cinétiques dans cette solution-là. Et donc, l'effet sur les propriétés colligatives sera double. Si je prends le MgCl2, ben, la même chose, je vais avoir trois unités cinétiques, Mg2+, et 2Cl-. Donc, je vais avoir un effet trois fois plus important pour cette solution et bien sûr quatre fois plus important pour le fer Cl3. Donc, la propriété colligative, elle va dépendre uniquement du nombre d'unités cinétiques en solution, indépendamment de leur nature. Donc, c'est le nombre de particules qui compte dans ces propriétés-là.
Alors, on continue. Donc, on s'intéresse souvent aux solutions dites diluées. Donc, pourquoi? Parce que leur formulation mathématique est simple. Alors, qu'est-ce qu'on entend par solution diluée? Donc, généralement, c'est un nombre de molécules ou de moles de soluté qui est très, très petit devant le nombre de moles de solvant. Donc, la fraction molaire, si vous voulez, du solvant est pratiquement 100% et la fraction molaire des solutés est proche de zéro. Donc, il y a très peu de solutés par rapport au solvant. Alors, comme conséquence, ces solutés ne vont pas interagir entre eux du moment qu'ils sont très peu nombreux, donc ils vont être très éloignés les uns des autres et leur interaction va être négligeable. Donc on aura une solution diluée qui se rapproche de la solution idéale. Quand vous mélangez, bon, idéal, c'est une solution, par exemple un gaz parfait ou des trucs comme ça, ou une solution qui contient une seule molécule, par exemple un solvant, un litre d'eau, on peut l'assimiler pur, bien sûr, on peut l'assimiler à une solution idéale. Et vous obtenez une solution idéale lorsque quand vous faites volume du solvant plus volume du soluté, vous trouvez égal à un volume de la solution. Alors que si la solution n'est pas idéale, qu'il y a des interactions, il est possible de trouver, lorsque vous faites 1 litre, par exemple, de solvant plus un demi-litre de soluté, ben vous allez trouver, au lieu de 1,5, vous allez trouver 1,48 litres, c'est-à-dire le volume va, par exemple, diminuer. Alors, donc, la solution diluée, et on peut l'assimiler à une solution idéale. Maintenant, quelles sont les 4 propriétés collégatives qui vont nous intéresser? Alors, la première, c'est la loi cryoscopique, qu'on appelle aussi cryométrique. Alors, cryo, c'est un préfixe qui signifie froid, et donc on va s'intéresser à la congélation des solutions, c'est-à-dire qu'on va refroidir les solutions pour les faire passer de l'état liquide à l'état solide, et on va s'intéresser au point de congélation. Alors, la loi ébulioscopique, ben, c'est l'inverse, ou ébuliométrique. Ici, on s'intéresse à l'ébullition des solutions, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état vapeur. Donc, on s'intéresse au point d'ébullition des solutions. La loi osmotique, elle va s'intéresser à l'osmose. Et l'osmose, c'est la diffusion de l'eau, en général du solvant, à travers une membrane. Donc ça, c'est une loi très importante dans le domaine médical, de même que la loi cryoscopique. Elles sont très utilisées. Et la dernière, c'est la loi tonométrique, qui s'intéresse à la pression de vapeur saturante des solutions, que j'expliquerai à la fin plus en détail. Alors, maintenant, on peut se poser la question suivante, et c'est légitime, pourquoi on étudie ces lois et phénomènes? Quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt de l'utilisation de ces lois-là, c'est, par exemple, il vous permet de mesurer la masse molaire d'un soluté que vous ne connaissez pas, une macromolécule, une protéine. Donc, vous pouvez trouver sa masse molaire en utilisant ses propriétés colligatives. Vous pouvez mesurer l'osmolarité d'une solution, par exemple le plasma, les urines ou tout autre liquide. Vous pouvez mesurer l'activité osmotique d'une solution. Alors, l'activité osmotique, euh, elle est spécifique, si vous voulez, aux solutions réelles, ou je donnerai quelques exemples après. C'est comme l'activité d'une solution, la molarité. Ben, quand vous avez une solution qui est diluée, ben, la molarité, elle peut servir à faire des expériences, par exemple, de toutes sortes, hein, parce que ce que vous avez en solution est disponible pour votre réaction chimique. Par contre, si la concentration est très très grande, ben, du fait des interactions entre les solutés, il va y avoir c'est comme si la concentration était plus faible que la normale. Et donc ça, c'est lorsqu'on parle de solutions réelles. Donc il y a un facteur, un coefficient d'activité qu'il faudra utiliser. On l'expliquera par la suite. Donc ça, ça vous permet de mesurer l'activité osmotique lorsque la solution est réelle. Alors, ça vous permet aussi de mesurer le taux de dissociation d'un composé. Par exemple, vous avez un composé qui se dissocie, mais vous ne connaissez pas son pourcentage de dissociation. C'est parce que c'est un électrolyte faible. Donc, ces expériences peuvent vous permettre de mesurer ce taux de dissociation. Ça vous permet aussi de comprendre les phénomènes d'osmose, comme les œdèmes, la filtration rénale, comment elle s'effectue. Tout ça, c'est à travers, par exemple, ceci, c'est à travers la loi osmotique. Donc ça, c'est l'intérêt, et c'est généralement quelque chose qu'on retrouve souvent, hein, dans le domaine médical.
Alors, on commence par la première, la loi cryoscopique. Je les ai organisées un petit peu par intérêt. En général, dans le domaine médical, on utilise la loi cryoscopique pour mesurer les osmolarités et tout ça. Et aussi la loi osmotique. Les deux autres, ébullioscopique et tonométrique, elles ne sont pas très utilisées, à part dans d'autres domaines, peut-être de la chimie ou autre. Alors, la loi cryoscopique, de quoi s'agit-il? Elle concerne la température du changement d'état entre la phase liquide et la phase solide, c'est-à-dire le passage d'une solution liquide à un solide, ou inversement, c'est-à-dire que quand on refroidit, on va dans le sens liquide-solide, quand on réchauffe, on va aller dans le sens solide-liquide. Et le point qui va séparer ces deux phases, c'est un point d'équilibre, on l'appelle le point de solidification quand vous allez du liquide vers solide, par exemple au liquide vers la glace, ou bien on l'appelle aussi température de fusion, lorsqu'on fait l'inverse, on passe du solide vers le liquide. Alors, l'expérience se fait à pression constante, donc c'est généralement la pression atmosphérique, elle ne change pas. Alors, quand on fait cette expérience, on remarque que la température de solidification d'une solution est toujours plus basse que celle du solvant. Donc, j'appelle TS étoile. Étoile, c'est pour la solution et 0, c'est pour le solvant pur. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, l'eau pure à l'air libre, donc à la pression atmosphérique, elle va geler à peu près 0 degré Celsius. Mais si cette eau pure, on lui rajoute des solutés, donc on aura une solution aqueuse, elle peut geler à -1, -2, en fonction du nombre de solutés qui sont dans la solution. Donc la température de congélation d'une solution est toujours inférieure à celle de son solvant pur. Pardon. Alors, ma voix est basse. Alors, je suis tout près du micro. Hein. Je ne sais pas. Et comme ceci, vous m'entendez? Je me suis rapproché du micro encore plus. Mais je parle déjà fort. Hein. Est-ce que vous m'entendez correctement comme ça? Je pense que c'est le micro qui est peut-être de mauvaise qualité. Hein. Donc, je continue comme ça? Parfait. Donc, il suffisait de se rapprocher du micro. Alors, désolé pour cet inconvénient. Alors, je continue. Donc, la température de congélation, comme on l'a dit, d'une solution est inférieure à celle de son solvant pur. Alors, pardon. Alors, on énonce maintenant la loi cryoscopique, on sait de quoi il s'agit. Donc, si vous avez une solution, son point de congélation va être plus bas que son solvant. Donc, maintenant, on énonce la loi. Alors, de quoi dépend cet abaissement cryoscopique? Comme on l'a dit, comme c'est une loi colligative, elle va dépendre du nombre d'unités cinétiques en solution. Donc l'expérience, quand on fait l'expérience du point de congélation des solutions, on retrouve une proportionnalité entre l'abaissement cryoscopique et l'osmolarité de la solution selon la loi de Raoult. Pardon. Pardon, j'ai sauté ça. On définit donc l'écart delta T, puisque après je vais l'utiliser, c'est juste la température de solidification de la solution moins du solvant moins la température de solidification de la solution. Donc comme TS est plus petit que TS, par exemple pour l'eau, ça sera l'eau pure à 0 degré et la solution à -1 degré, quand vous faites moins, vous aurez un abaissement cryoscopique qui est ainsi positif. Hein. Il y en a qui le définissent d'une manière inverse, c'est-à-dire qu'ils font l'inverse, ils vont trouver delta T égale à -3 degrés, par exemple. Bon, ça, c'est juste des définitions. L'essentiel, c'est d'utiliser correctement la formule. Mais vous pouvez rencontrer des abaissements cryoscopiques positifs ou négatifs. C'est juste qu'on a inversé ces deux termes-là. Alors, donc comme je l'ai dit, l'expérience, elle retrouve une proportionnalité entre l'abaissement cryoscopique delta T et l'osmolalité de la solution. Donc, je vous rappelle, l'osmolalité, c'est le nombre d'osmoles
total, bien sûr, par unité de masse du solvant. Alors, pourquoi on utilise l'osmolalité, hein, étant donné que, n'oubliez pas que si on travaille en osmole par litre, étant donné que les températures varient ici, on fait baisser la température, on l'augmente, hein, donc il y a des variations de température. S'il y a des variations de température, ceci implique une variation de volume. Et donc, si vous travaillez avec une osmolarité, c'est-à-dire osmole par litre, ben, osmole par litre à 20 degrés, ça ne sera pas la même osmolarité à 0 degré Celsius. Donc, n'oubliez pas que les corps, généralement, se dilatent à haute température et leur volume augmente. Et si vous refroidissez, ben, leurs volumes vont baisser et donc l'osmolarité va être plus grande. Donc, on travaille plutôt avec le kilogramme de solvant et le kilogramme ne change pas, hein, que vous montez ou vous descendez en température, vous aurez la même chose. Donc, alors pour casser, c'est ce qu'on appelle ça la constante cryoscopique. Pour l'eau, par exemple, elle vaut 1,86 degrés Celsius osmole par kilogramme. Et cette constante ne dépend que du solvant. C'est-à-dire, si vous avez des solutions, différentes solutions aqueuses, ben, ça sera toujours le même cassé. Mais si vous changez de solvant, il faudra utiliser le cassé correspondant. Alors, cette relation n'est valable que pour les solutions diluées, c'est-à-dire delta C égale à Kc fois oméga. Si maintenant vous avez des solutions réelles, la formule change un petit peu. Delta T ne devient pas proportionnel à l'osmolalité, mais il devient proportionnel à une activité osmotique. Et donc, on rajoute un coefficient gamma. Et ce coefficient gamma va dépendre de l'osmolalité. C'est-à-dire que si vous avez une solution il y a une osmolalité faible, donc qui est diluée, gamma est proche de 1. Si vous avez par exemple une osmolalité qui est très grande, gamma va être inférieur à 1. Donc, c'est un coefficient qui vous donne l'activité osmotique, c'est-à-dire ce qui est disponible. Quand vous avez des solutions idéales, tout est disponible, mais quand vous avez des solutions réelles, eh bien, vos solutés, des fois, ne sont pas disponibles et ils sont en train d'interagir avec ce qu'il y a dans la solution. Alors, par exemple, gamma, c'est le coefficient d'activité osmotique et gamma oméga, on appelle ça l'activité osmotique. Donc, elle est appelée l'activité osmotique de la solution. Par exemple, pour le plasma sanguin, gamma est égal à 0,94 et non pas 1. Donc, pour les solutions idéales, vous utilisez cette relation. Généralement, on va utiliser que les solutions idéales. On ne va pas travailler avec solutions réelles. Mais ce n'est pas difficile. Il suffit de rajouter ce coefficient gamma pour tenir compte des solutions réelles. Alors, maintenant, on voudrait comprendre pourquoi des solutés rendent difficile la solidification. Donc, comment expliquer, si vous voulez, cet abaissement cryoscopique? Alors, vous avez ces deux schémas, A et B. Alors, ici, vous avez de l'eau pure et ici, vous avez de la glace à 0 degré Celsius. Alors, donc la question est pourquoi une solution est-elle plus difficile à congeler que son solvant pur? Alors, n'oubliez pas que la température, le point de congélation ou la température de solidification ou de fusion, tout ça, c'est une température d'équilibre entre deux états de la matière. C'est-à-dire, vous avez un liquide en bas et un solide en haut. Cette température 0 degré Celsius est la température de fusion ou de solidification. Donc, si vous mettez ces deux états de la matière à cette température, il va y avoir un équilibre, c'est-à-dire il ne va pas y avoir de diminution de la glace ou d'augmentation de l'eau liquide. Le flux de solidification qui monte, c'est-à-dire les molécules qui se regroupent pour devenir glace, ils vont être exactement égales au flux des molécules qui vont se disperser pour devenir liquides. Donc il y a une égalité entre le flux de solidification et le flux de liquéfaction ou de fusion. Alors, pour l'eau pure, donc 0 degré Celsius, c'est la température de solidification qui assure cet équilibre. Maintenant, si vous avez une solution, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les solutés, étant donné qu'ils entourent les molécules d'eau, ils vont empêcher, si vous voulez, les molécules d'eau de se regrouper pour devenir glace. Ils vont être entre eux. Donc, c'est quelque chose qui va les gêner. La présence de soluté va gêner les molécules d'eau à se regrouper pour devenir glace. Et donc, cette flèche de solidification va être plus petite.
et il sera plus facile automatiquement. Donc, c'est un déséquilibre. Hein. Donc, on va diminuer cette flèche-là et automatiquement, c'est la liquéfaction qui va l'emporter, donc la fusion. Donc, si vous gardez cette température 0 degré avec de l'eau et des solutés, ben, à un certain moment, toute la glace qui est au-dessus va fondre et on aura uniquement du liquide. Donc, pour congeler une solution, il faudra baisser encore plus la température et descendre en dessous de 0. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cet abaissement, il est juste dû au fait que les solutés empêchent les molécules d'eau de se regrouper pour devenir glace et de se solidifier. Donc, c'est la raison de cette difficulté. Alors, une petite vidéo, j'espère qu'elle va marcher, pour vous expliquer un petit peu l'intérêt de ceci. Alors, ça marche pas. Sinon, je l'abandonne. Hein. C'est juste une application, c'est le salage des autoroutes qu'on utilise pour empêcher les routes de contenir de la glace. C'est-à-dire, on empêche l'eau de la pluie de devenir glace. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avance. Pardon. Il y a un petit souci. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je vais arrêter et reprendre. Hein. Je ne sais pas. Ça s'est peut-être coupé. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous voyez le... Je ne sais pas ce que vous voyez. Moi, je vois rien. Bon, je reprends. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez?
pas ce qui se passe, ça ne marche pas. Voilà. Ça s'est bloqué. Je vais fermer. Je suis désolé, hein. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Non, pas de diapo. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, pour la diapo. Oui. Alors, je reviens là où j'étais et je saute. Ça, c'est ce qui m'a posé problème. Voilà. Oh là là. Arrêtez. Voilà, c'est toujours. Il y a un problème de compatibilité entre les versions de PowerPoint. Il faut que je la saute. Je suis désolé. Problème technique. Voilà, ça a bloqué encore une fois. Donc, je vais sauter cette partie. Je vais partager un PDF.
Voilà, je partage un PDF. Alors, il n'y aura pas de vidéo. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez le PDF? Oui ou non? Oui, c'est bon, parfait. Alors, normalement, ça devrait marcher, hein. Juste, je fais l'affichage mode lecture. Voilà. Pardon. Affichage. Voilà. Et je reviens à la diapo. Voilà, voilà. Alors, un exemple sur la mesure de l'osmolarité plasmatique. Par exemple, pour un plasma normal, il contient une osmolarité de à peu près 310 milliosmoles par kilogramme, donc c'est une osmolarité. Alors, il y aura l'osmolarité ionique, tous les ions, la plus, CN- et tout ça, c'est 300 milliosmoles par kilogramme. L'urée, 5 milliosmoles par kilogramme. Glucose, 5 milli. Le total, ça fait 310. Alors, si vous faites une mesure d'abaissement cryoscopique, vous allez trouver que delta T est égal à 0,54 degrés Celsius. Quand vous faites le calcul avec delta T égale à Kc oméga, ben, vous allez trouver une osmolalité égale à 290 milliosmoles par kilogramme, c'est-à-dire plus petite que cette valeur-là. Alors, d'après vous, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à ce que le plasma n'est pas une solution idéale et c'est une solution réelle. Et vous n'êtes pas en train de mesurer l'osmolalité, mais en train de mesurer l'activité osmotique gamma-oméga. Si vous connaissez la vraie valeur de l'osmolalité, vous pouvez tirer le coefficient osmotique gamma. Donc, par exemple, dans les labos biologiques, ce qu'on mesure, ce n'est jamais l'osmolalité, c'est généralement l'activité osmotique. Et on confond souvent activité osmotique avec osmolalité, avec osmolarité. Tout ça, c'est des noms qu'on confond souvent. Alors, pour les labos, généralement, comme le plasma est une solution réelle, ben, vous ne mesurez pas une osmolalité, mais vous mesurez une activité osmotique gamma-oméga. Alors, la loi ébulioscopique, un peu moins importante pour le domaine médical, mais on y passe rapidement, hein. Donc, c'est un changement d'état, donc, comme le nom l'indique, ébulio, ça veut dire l'ébullition. Donc, on passe de liquide vers le gaz, c'est quand on chauffe. Donc, ici, on est en train de chauffer pour trouver le point du passage, la température de passage entre l'état liquide et l'état gazeux, ou inversement, hein. Quand on fait l'inverse, c'est la condensation, on passe du gaz au liquide. Alors, la température d'ébullition d'une solution est toujours supérieure à la température d'ébullition de son solvant pur, hein. Il est difficile de faire bouillir une solution que de faire bouillir son solvant pur. Et cet écart de température, avant c'était un abaissement cryoscopique, maintenant c'est une élévation ébullioscopique ou bien ébuliométrique. L'élévation ébullioscopique est une propriété colligative. Elle va dépendre de l'osmolalité, donc à travers un coefficient Ke qui sera non pas une constante cryoscopique, mais une constante ébullioscopique, alors qui va dépendre uniquement du solvant. Donc pour les solutions aqueuses, la constante ébullioscopique, pour l'eau bien sûr, elle est égale à 0,513 degrés Celsius osmol par kilogramme d'eau. Mais pour les solutions réelles, comme pour la cryoscopie, on fait intervenir un coefficient osmotique gamma, donc c'est la même chose. Alors, maintenant, on passe à la loi osmotique, aussi très importante. Alors, elle traite de quoi? Elle traite de l'osmose. Alors, l'osmose, c'est quoi? L'osmose, c'est un transfert passif de solvant. En général, dans le domaine médical, c'est de l'eau, mais ça peut être un autre solvant, c'est tout. Donc ici, ça sera un transfert passif de solvant à travers quoi? À travers une membrane hémiperméable, c'est-à-dire qui va laisser passer uniquement les molécules de solvant. Donc vous avez ici un petit schéma. Donc, dans le compartiment 1, vous avez de l'eau pure. Et dans le compartiment 2, vous avez une solution. Donc, les points jaunes, c'est les solutés. Et les points bleus, c'est les molécules d'eau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir une diffusion. Donc, on dit aussi transfert. Donc, un transfert qui est causé par quoi? Par la différence de concentration entre les deux compartiments, ou bien de part et d'autre de la membrane. Donc, on appelle ça, cette différence de concentration, on appelle un gradient de concentration. Donc, quand il y a une différence de concentration, il va y avoir un mouvement de molécules de la région la plus concentrée vers la région. Est-ce que vous voyez, pardon, est-ce que vous voyez le pointeur quand je le bouge?
Oui ou non? Non. Oui, parfait, parfait. Je reviens. Voilà. Donc, le sens de la diffusion est toujours du plus concentré vers le moins concentré. Alors, euh, il faut faire attention. J'ai entendu beaucoup d'étudiants qui disent que pour l'osmose, ça va du moins concentré vers le plus concentré. La diffusion, c'est toujours du plus concentré vers le moins concentré. Maintenant, la question à se poser, c'est concentré en quoi et moins concentré en quoi. Donc, généralement, quand vous allez d'un compartiment 1 à un compartiment 2, c'est l'eau qui diffuse de 1 vers 2 et automatiquement, elle va de là où l'eau est la plus concentrée, dans le compartiment 1, à l'endroit où l'eau est la moins concentrée dans le compartiment 2. Si vous faites la fraction molaire de l'eau dans le compartiment 1, vous allez trouver 100%. Et si vous faites la fraction molaire dans le compartiment 2, ben, ce sera le nombre de molécules 2 sur N0 plus N1, ben, ça sera inférieur à 1. Vous aurez 100% ici et par exemple là, 90%. Donc, ça va toujours du plus concentré vers le moins concentré. Donc, quand vous faites l'inverse, c'est généralement quand vous parlez de concentré en soluté. Oui, pour l'osmose, elle part de la solution la moins concentrée en soluté pardon, vers la solution la plus concentrée en soluté. C'est-à-dire, elle fait l'inverse. Mais en général, c'est toujours du plus concentré. Ce qui bouge, il va de l'endroit où il est le plus concentré, comme c'est l'eau, vers l'endroit où elle est la moins concentrée. Donc, l'osmose, elle se traduit par un flux diffusif JD. On dit aussi débit diffusif QD, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, mais c'est des grandeurs différentes. Un flux diffusif JD de solvant qui va traverser donc la membrane de la zone la plus concentrée en solvant, ou bien moins concentrée en soluté, vers la solution la moins concentrée en solvant ou bien la plus concentrée en soluté. Donc, ça dépend. Il ne faut pas que ça vous choque quand quelqu'un vous dit ça va de moins concentré vers plus concentré. C'est sûr qu'il parle des solutés ici. Alors, ce flux de solvant JD, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Ben, il veut obtenir une égalité des concentrations à droite et à gauche. C'est-à-dire, quand vous avez deux solutions, généralement, vous avez des différences de concentration. Ben, l'eau, elle va diffuser pour essayer d'égaliser les deux concentrations. Donc, ce flux de solvant JD, il cherche à égaliser les concentrations. C'est pour ça qu'il se déplace dans ce sens-là. Alors, maintenant, on sait ce que c'est que l'osmose, diffusion de solvant à travers une membrane due à une différence de concentration. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce terme pression osmotique? Alors, pour mettre en évidence ce caractère de pression osmotique, on réalise donc l'expérience suivante. Donc, vous avez dans le schéma gauche donc, deux compartiments de l'eau pure à gauche et une solution concentrée à droite. Et vous avez une membrane hémiperméable qui va les séparer. Donc, comme on l'a vu avant, il va y avoir un phénomène d'osmose. Donc, l'eau va passer du compartiment eau pure vers la solution et automatiquement le niveau de l'eau pure va descendre et le niveau de l'eau de la solution va augmenter. Alors, il va augmenter, mais à un certain moment, on remarque, si on fait cette expérience, que ça s'arrête, c'est-à-dire il y a un équilibre et ça ne change plus. Au départ, c'était comme ça monte, ça monte, ça monte, puis ça s'arrête. Alors, quand ça s'arrête, il y a un équilibre. Ben, étant donné que nous avons un flux diffusif, JD, ben, on suppose, puisqu'il n'y a plus de JD, il n'a pas disparu, mais il a été annulé par un autre flux, JF, qui est un flux dû à la différence de pression. C'est-à-dire la pression ici, au niveau de la solution, est beaucoup plus grande. La hauteur, regardez la hauteur d'eau. Donc, il y a une différence de pression entre ici, la solution, et le solvant. Et cette différence de pression, elle est due à cette hauteur d'eau. Alors, cette pression va donc générer un flux non pas diffusif, puisque la diffusion, c'est la différence de concentration, mais un flux de filtration ou de convection, on dit, qui est dû à une différence de pression. Vous avez une différence de pression à travers une membrane, vous avez aussi le solvant qui va traverser cette membrane. Donc, à l'équilibre, les niveaux ne changent plus pour une certaine élévation H,
Et cette élévation H, elle va représenter une surpression hydrostatique qui est exercée sur la solution. Donc, à l'équilibre, le flux diffusif JD, dû à l'osmose, et le flux convectif ou de filtration qui est dû à la pression hydrostatique vont être égaux, ils vont s'annuler. Donc, la suppression hydrostatique a annulé la pression osmotique. Donc, la pression osmotique, ce n'est pas une pression au sens physique du terme, c'est une pseudo-pression. Mais comme on arrive à l'annuler par une pression, ben, on va supposer qu'elle aussi, elle va exercer une pression. Et en réalité, ce n'est pas très juste. Hein. Donc, la pression, on peut la définir comme ceci, la pression osmotique d'une solution et la pression qu'il faut exercer sur la solution pour empêcher un solvant pur de diffuser à travers la membrane. Toute pression qui empêche l'augmentation de ce volume-là ou la diminution de celui-ci, ben, si vous arrivez à empêcher cette diffusion-là, ben, vous avez empêché l'osmose. Et donc, la pression qui empêche ceci, qui équilibre, ben, c'est la pression osmotique. Donc, la pression osmotique d'une solution, c'est la pression qu'il faut exercer sur cette solution pour empêcher un solvant pur de traverser la membrane hémiperméable qui les sépare. Voilà donc pour cette notion de pression. Alors, quelques exemples d'enceintes fermées ou ouvertes, de membranes fixes ou mobiles. Donc, on va jeter un coup d'œil sur ces 4 exemples pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on prend l'état initial, c'est l'état A. Donc, vous avez 2 solutions de part et d'autre d'une membrane. Et vous avez une concentration osmolaire C1 et C2. Et la concentration osmolaire 1 est plus petite que la concentration osmolaire 2. Donc, si vous avez une concentration, une osmolarité plus faible ici, ben, l'appel d'eau, il va être de l'autre côté. Donc, l'eau, elle va essayer de quoi? Essayer de diluer l'osmolarité la plus grande et concentrer l'osmolarité la plus faible. Donc, vous allez avoir une diffusion dans ce sens. Normalement, on s'attend à ça. Alors, on prend le premier cas où la membrane est mobile, c'est-à-dire quand l'eau passe de l'autre côté, ben, il va y avoir plus d'eau à droite et donc la membrane va se déplacer vers la gauche. Alors, si on prend ce système-là, ben, un système fermé avec une membrane mobile, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme l'eau va passer de ce côté-là et la membrane va bouger, donc les volumes vont changer. D'accord? Donc les volumes à droite et à gauche, ils vont changer. Et il y aura à la fin, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ben, comme ici, je suis en train de diluer et à gauche, je suis en train de concentrer, il arrivera un moment où ça s'arrête et c'est lorsque on aura une concentration d'équilibre, c'est-à-dire toute l'osmolarité qui était oméga 1 et C1 et C2, ou oméga 1, oméga 2, elle va se répartir sur tout le volume. C'est-à-dire, si on veut calculer cette osmolarité d'équilibre, il faudra faire oméga 1 V1 plus oméga 2 V2 pour trouver toutes les osmoles qui sont contenues ici, et on va diviser par V1 plus V2 pour avoir l'osmolarité d'équilibre. Donc, lorsque la membrane est mobile et l'enceinte est fermée, ben, les volumes vont changer. L'osmolarité à droite et à gauche va s'équilibrer, il y aura une égalité des osmolarités. Comme il va y avoir une égalité des osmolarités, le flux diffusif va être nul. Et comme il y a un équilibre, donc la différence de pression à droite ou à gauche aussi, elle sera nulle. C'est-à-dire que vous aurez la même pression à droite qu'à gauche, puisque quand je rajoute de l'eau, cette membrane se déplace. Et donc la pression à droite et à gauche, elle sera la même. Donc on aura quoi à la fin? Les volumes vont changer. Il y aura égalité des osmolarités à droite. C'est une osmolarité différente de celle-ci. Hein, donc c'est une osmolarité d'équilibre. On aura un delta P qui est nul. On aura un flux diffusif nul puisqu'il y a une égalité des concentrations à droite et à gauche. Et un flux de filtration nul puisqu'il y a une différence de pression nulle. Alors maintenant, si on prend ce système fermé-là, c'est où la membrane ne bouge pas. Elle est fixe. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la membrane ne bouge pas. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un flux diffusif qui va démarrer au début. Et donc, de l'eau va entrer dans le compartiment 2. Mais dès que l'eau rentre dans le compartiment 2, elle va tout de suite élever la pression puisque ce compartiment, il a un volume fixe. La membrane ne change pas de position. Et donc, si vous rajoutez de l'eau, vous allez avoir tout de suite, n'oubliez pas que les fluides, les liquides sont incompressibles et quand vous rajoutez, il n'y a pas vraiment de place. Donc, tout de suite, dès que vous rajoutez un tout petit volume, il va y avoir une augmentation de pression dans le compartiment 2. Et comme il y a une augmentation de pression, on va avoir un flux
de filtration dans le sens inverse. Donc, toute l'eau qui va rentrer, elle va ressortir tout de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de variation de volume ni à droite ni à gauche. Il ne va pas y avoir de concentration, de variation de concentration, puisque l'eau qui rentre sort tout de suite. Donc, vous aurez la même osmolarité à droite et à gauche. Et donc, vous aurez toujours ce flux diffusif, puisqu'il y a une différence de concentration. Et comme c'est équilibré, vous allez avoir un flux de filtration qui passe du compartiment 2 au compartiment 1, et donc qui vont s'équilibrer. Donc, à la fin, on aura une différence de pression qui va donner ce débit ou flux diffusif de filtration, pardon, et une différence de concentration, elle ne change pas, qui va nous donner le débit diffusif QD. Donc, ce système-là, donc les volumes ne changent pas, les osmolarités ne changent pas, il y a apparition d'une différence de pression et il y a une égalité entre les débits diffusifs et de filtration. Leur somme est nulle. Maintenant, si on prend un système ouvert, avec une membrane entre les deux qui ne bouge pas, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'eau va passer à droite, augmentation du volume, donc élévation, puisque ce compartiment il est ouvert vers le haut, donc l'eau va monter, et automatiquement, on va avoir une différence de hauteur delta H qui va générer une pression delta P. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous aurez une variation de volume, vous aurez une variation de concentration, et vous aurez un équilibre entre le flux diffusif et le flux de filtration dû à la hauteur d'eau supplémentaire qui va créer une pression hydrostatique. Donc ça, c'est des exemples, si vous voulez, d'enceinte pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer entre diffusion et filtration. Alors, un exemple plus médical, c'est les rôles des protéines dans le maintien de la volémie. Donc, volémie, c'est le volume sanguin. Alors, donc, dans le schéma de gauche, vous avez le cas normal, si vous voulez. Donc, ça, c'est le compartiment cellulaire. Entre les deux, vous avez le compartiment interstitiel. Et ici, vous avez le compartiment plasmatique. Donc, le sang, il circule ici. Ça, c'est le compartiment interstitiel. Et ici, le compartiment cellulaire. Alors, le compartiment interstitiel, il est à une température normale, c'est la pression atmosphérique. Par contre, le compartiment plasmatique, du moment qu'il y a une circulation sanguine organisée par le cœur, qui est une pompe cardiaque, donc il va y avoir une pression supérieure à la pression atmosphérique dans le sang. Donc, s'il y a une différence de pression entre le compartiment plasmatique et le compartiment interstitiel, automatiquement, il va y avoir un débit de filtration, c'est-à-dire le solvant va passer du compartiment plasmatique vers le compartiment interstitiel. Mais entre-temps, il y a aussi une différence d'osmolarité entre les deux compartiments à cause des protéines. Et ce taux de protéines, quand même protidémie, donc c'est le taux de protéines dans le sang, et étant donné que pratiquement les protéines sont inexistantes dans le compartiment interstitiel, il va y avoir une pression osmotique supplémentaire qu'on appelle la pression oncotique qui est due à ces protéines. Qui va faire quoi? Donc, ils vont faire ces protéines supplémentaires, donc vont donner une osmolarité plus grande dans le compartiment plasmatique, et donc il va y avoir un appel d'eau du compartiment interstitiel, là où l'osmolarité est faible, vers l'osmolarité la plus grande. Et dans le cas normal, ces deux flux-là s'équilibrent, c'est-à-dire il y a autant d'eau qui sort du compartiment plasmatique vers le compartiment interstitiel dû à la pression sanguine et que de molécules d'eau qui rentrent dans le compartiment plasmatique dû à la différence d'osmolarité entre le plasma et le compartiment interstitiel. Alors, dans le cas anormal, par exemple, si la protidémie elle diminue pour des raisons X, malnutrition, par exemple, si quelqu'un ne mange pas très bien, une malabsorption intestinale ou une mauvaise synthèse des protéines dans le compartiment vasculaire, donc on va avoir un nombre de protéines qui va être plus petit. Donc, la différence de pression elle va rester la même, puisque c'est le sang, on le fait circuler par la pression sanguine, donc par le cœur. Donc, ce débit de filtration va rester le même, mais ce qui va diminuer, puisque l'osmolarité ici va être plus petite que là, donc le débit de diffusion, le flux diffusif dû à l'osmose, va être plus faible. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de l'eau supplémentaire qui va s'accumuler dans le compartiment interstitiel, ce qui peut donner par exemple des œdèmes. Donc on va avoir des
des œdèmes qui vont se former et le volume, la volémie donc, va être plus petite, c'est-à-dire le volume sanguin va être plus faible. Donc ça, c'est un exemple, si vous voulez, du rôle de l'osmose, de la pression osmotique dans le maintien, par exemple, de la volémie comme application médicale. Alors maintenant, la loi de la pression osmotique, qu'on appelle la loi de Van 't Hoff. Alors, elle est donnée, bien sûr, pour les solutions idéales, mais qu'on peut généraliser pour les solutions réelles. Alors, la pression osmotique est donnée par cette relation. Pi, donc c'est la pression. R, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température absolue en Kelvin. Et oméga, c'est l'osmolalité totale de la solution. Donc, vous voyez que la pression osmotique est une propriété colligative puisqu'elle dépend uniquement de l'osmolalité de la solution. Alors, pour les solutions réelles, il faudra rajouter un coefficient osmotique, comme on l'a fait tout à l'heure, phi ou gamma, hein, qu'on appelle coefficient d'activité osmotique, et qui va dépendre de l'osmolalité. Donc, il sera, c'est pas quelque chose qui est constant, il dépend de l'osmolalité. Alors, la pression osmotique est une propriété colligative, donc je viens de le dire, puisqu'elle ne dépend que du nombre de molécules de solutés indépendamment de leur nature. Bien sûr, quand vous avez deux solutions de part et d'autre d'une membrane, l'une a une osmolarité oméga 1 et l'autre oméga 2, avec oméga 2 supérieur à oméga 1, il y aura une différence de pression osmotique. Chacune va appliquer une pression osmotique pi 1 et pi 2, et à la fin, on aura delta pi, c'est-à-dire si oméga 2 est supérieur à oméga 1, c'est elle qui va faire l'appel d'eau, hein, l'osmolarité la plus grande, et donc l'eau va aller du compartiment 1 vers le compartiment 2 sous une pression osmotique, delta pi est égal à RT delta oméga. Et delta oméga, c'est juste la différence entre les osmolarités. Alors, comment on mesure la pression osmotique? Dutrochet a imaginé, donc c'est un physiologiste, je pense, qui a imaginé cet appareil en 1826 et qui porte son nom, osmomètre de Dutrochet. Alors, c'est un petit tube mince comme ça, de petit diamètre, et en bas, vous avez de l'eau, donc c'est la solution, si vous voulez, que vous voulez mesurer l'osmolarité de cette solution-là. Et ici, vous avez une membrane. Donc, je pense qu'au début, il a utilisé des feuilles de cellophane avec juste des élastiques qu'il a entourés autour et ça a marché. Alors, le principe, c'est quoi? Vous avez donc une solution. Ici, vous avez la membrane. Vous l'introduisez dans de l'eau pure. Il va se passer quoi? Vous avez de l'eau pure, vous avez une solution, donc automatiquement différence d'osmolarité, et donc vous allez avoir un flux diffusif QD dû à l'osmose, donc l'eau va rentrer à l'intérieur. Alors l'eau, quand elle rentre, elle va augmenter ce volume-là, donc l'eau va monter, et quand elle monte, elle va créer une différence de hauteur qui va donner une différence de pression. Et à un certain moment, cette hauteur-là, elle va s'arrêter. Alors, quand elle s'arrête, ça veut dire que cette différence de pression qui a créé un flux un flux de filtration QF dû à la différence de pression, il a annulé le flux diffusif. Et donc, si cette pression a pu annuler le flux diffusif, cette pression, elle sera égale à la pression atmosphérique, à la pression osmotique. Et donc, pour mesurer la pression osmotique pi, il suffit juste de mesurer cette hauteur H, et la hauteur d'une colonne de liquide, sa pression, c'est ρ, GH. Ρ, c'est la masse volumique du liquide, G, c'est l'accélération de la pesanteur, et H, c'est cette hauteur-là. Et donc ça vous permet de mesurer l'osmolarité d'une solution. La pression osmotique d'une solution avec l'osmomètre de Dutrochet. Alors, un autre principe, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. Alors, en général, quand vous avez une membrane avec deux solutions, l'une plus concentrée à gauche et l'autre moins concentrée à droite, vous avez de l'eau qui va rentrer du compartiment 1 vers le compartiment 2 par osmose. Alors, si on veut annuler ceci, on peut exercer une pression hydrostatique P qui est égale exactement à la pression osmotique. Lorsque la pression hydrostatique P est égale à la pression osmotique pi, il va y avoir une égalité du flux diffusif avec le flux convectif ou de filtration. Maintenant, imaginez qu'on dépasse cette pression. Si on dépasse cette pression, c'est l'inverse qui va se passer, c'est l'osmose inverse. L'eau va passer du
compartiment le plus osmolaire, qui a la plus grande osmolarité, vers le compartiment qui a la plus faible osmolarité. C'est l'inverse de l'osmose et on appelle ça l'osmose inverse. Donc l'eau, elle va passer du compartiment le plus osmolaire, hyperosmolaire, vers le compartiment hypoosmolaire. Alors cette technique appelée osmose inverse est très performante et elle permet par exemple le dessalement d'eau, de l'eau de mer. Si vous avez par exemple ici de l'eau de mer dans ce compartiment et ici vous mettez de l'eau pure, normalement l'eau elle passe de l'eau pure vers l'eau de mer, mais si vous exercez une pression supérieure à la pression osmotique, vous allez faire quoi? Vous allez faire passer de l'eau de mer vers l'eau pure et donc vous récupérez de l'eau pure. Et donc avec 2 litres d'eau de mer, on peut récupérer jusqu'à 1 litre d'eau douce. C'est utilisé aussi pour recycler l'eau utilisée. Imaginez les cosmonautes en orbite, hein, ils ne peuvent pas emmener des milliers de tonnes d'eau, hein, ils vont emmener une certaine réserve, et cette eau utilisée pour se laver, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont la recycler. Donc, ils récupèrent l'eau utilisée et ils la recyclent, c'est-à-dire avec l'osmose inverse pour récupérer de l'eau propre. Dernière loi, donc c'est la loi tonométrique. Tension de vapeur, je ne l'ai pas expliqué, j'ai juste donné son nom tout à l'heure. Alors, la tonométrie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Tonométrie, c'est mesure de pression. Donc, on va mesurer des pressions. Alors, ici, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à l'équilibre entre une phase liquide et sa phase vapeur. C'est-à-dire, vous avez une enceinte, vous avez ici, par exemple, de l'eau liquide. Une partie de l'eau va s'évaporer, elle va passer de l'état liquide vers l'état vapeur, mais une partie aussi, très faible, puisque ce n'est pas encore rempli, une partie de l'eau, des molécules vont se regrouper et se condenser pour donner de l'eau liquide. Mais au début, vous allez avoir une évaporation qui va largement dépasser la condensation. Donc, il va y avoir une compétition entre l'évaporation et la condensation. Et bien sûr, ceci se passe à température constante. Et la pression change. Alors, à un certain moment, il va y avoir, comme l'évaporation est plus importante que la condensation, il va y avoir de plus en plus de molécules dans cette enceinte et la pression va commencer à augmenter. Donc, c'est indiqué par cette petite courbure ici, comme si c'était une membrane. Donc, l'évaporation, elle continue, mais la condensation devient de plus en plus importante. Il arrive un moment où, pour une certaine pression à l'intérieur de l'enceinte ici, il va y avoir une égalité entre l'évaporation et la condensation. Alors, cette pression-là qui arrive à équilibrer l'évaporation avec la condensation, cette pression d'équilibre, on l'appelle la tension de vapeur, on l'appelle aussi la pression de vapeur saturante et on la note PSAT. Alors, ça, c'est par exemple, on peut donner un exemple. Imaginez que vous voulez sécher du linge, laver. Si vous le mettez dans une chambre fermée, il va passer 3-4 jours pour sécher parce que lorsque les molécules d'eau s'évaporent, la pression de la chambre va être un peu plus grande. Il va être plus difficile d'évaporer l'eau dans le linge. Par contre, si vous mettez votre linge à l'extérieur, la pression, c'est la pression atmosphérique, il va sécher au bout d'1 jour. Donc ça, c'est en fonction de la pression, si vous voulez, dans l'enceinte, elle va influencer l'évaporation ou la condensation. Alors, l'expérience, elle montre que la pression de vapeur saturante d'une solution est inférieure à la pression de vapeur saturante de son solvant pur. C'est-à-dire, si vous avez une solution, il est plus difficile d'évaporer une solution que d'évaporer son solvant pur. Donc, la pression de vapeur de la solution sera plus faible que celle de son solvant pur. Alors, cet abaissement de pression de vapeur, delta P, c'est la différence entre la pression de saturation de vapeur saturante du solvant pur moins celle de la solution. Et c'est une propriété colligative. Elle va dépendre, par exemple, la relation qu'on a, elle est donnée par delta P égale à P sat 0 fois la fraction molaire des solutés, ou bien on l'écrit aussi sous cette forme, comme tout à l'heure, une constante Kt multipliée par l'osmolalité. Avec Kt, c'est une constante tonométrique. Donc, n'oubliez pas la fraction molaire, c'est juste le nombre de moles de soluté divisé par le nombre de moles total. Donc, c'est une propriété qui n'est pas très utilisée en médecine, mais bon, ça fait partie de, si vous voulez, de la culture générale. Donc, la pression de vapeur saturante d'un solvant est abaissée en présence d'un soluté
Bien sûr, ce soluté doit être peu volatile aussi, hein, parce que sinon, s'il s'évapore, il va changer la donne. Donc, le soluté rend le passage du solvant à l'état gazeux plus difficile. C'est pour ça que la pression de vapeur saturante est plus faible. Voilà donc pour le cours. Je ne sais pas, il est quelle heure? Parce qu'on a 1h30. Est-ce que je continue? Il est quelle heure? Vous pouvez me donner l'heure? 3h32? Oui, je peux continuer. J'ai encore 20 minutes. C'est ça? Ah ouais. Ok, j'ai encore 20 minutes, ça marche. Bon, ça ne sera pas très long, c'est quelques exercices d'application. Alors, la série TD, je l'ai déposée dans euh, l'espace e-learning de l'Université Belge du Mortal. Donc, vous allez trouver la série TD, hein. Alors, on commence par l'exercice 1. Donc, on a 1 litre d'eau qui contient. Alors, juste pour précision, ici, on ne va pas faire attention à cette notion d'osmolalité, d'osmolarité ou bien d'activité osmotique, hein, d'accord? Pour rester simple et ne pas trop compliquer les choses, on va les confondre. Et quand est-ce qu'on peut les confondre? C'est lorsque notre solution est diluée, d'accord? Donc, si la solution est diluée, vous pouvez confondre osmolalité, par exemple 5 osmoles par kilogramme, c'est 5 osmoles par litre, c'est l'osmolarité, c'est l'activité osmotique, c'est la même chose puisque vous avez des solutions qui sont diluées. Donc, on va travailler comme ceci. Alors, 1 litre d'eau, il contient donc 5,85 grammes de NaCl, 3,28 grammes de PO4 Na3, 9 grammes de glucose et 0,6 grammes de d'urée. Alors, on suppose que les molécules dissociables le sont totalement. Alors, ce qui est dissociable, c'est le premier et le deuxième, et le taux de dissociation, c'est 100%. Donc, ce sont des électrolytes forts. Le glucose et l'urée ne se dissocient pas. Alors, on vous demande de calculer la molarité, l'osmolarité et la concentration équivalente des composés en solution. Alors, je vous ai fait un petit tableau qui résume tout, hein. Donc, on a comme données les masses molaires de ces 4 composés. Alors, ce qu'on nous a donné, c'est la masse contenue dans 1 litre. Et la masse contenue dans 1 litre, c'est la concentration pondérale. Donc, si j'ai 5,85 grammes de NaCl dans 1 litre d'eau, ben, la concentration pondérale CP, c'est 5,85. Donc, ces valeurs, je peux les considérer comme étant des CP, hein, donc concentration pondérale. Donc, on a les masses molaires, on a les concentrations pondérales. Ben, pour trouver la molarité, hein, ben, la relation, c'est M égale CP sur M. On divise la concentration pondérale par la molarité, par la masse molaire des solutés. Donc, vous avez la masse molaire, vous avez la concentration CP, ben, vous divisez la deuxième colonne par la première et vous avez la concentration molaire de ces 4 composés, 0,1, 0,02, 0,05 et 0,01 mol par litre. Alors, deuxième question, on vous dit l'osmolarité. Alors, l'osmolarité, on va compter tout maintenant. Les ions, les molécules non dissociables, on compte tout. Donc, on doit utiliser la formule de l'osmolarité. Alors, je vous rappelle la formule. Donc, l'osmolarité est donnée par oméga égale à I fois Cm. Cm, c'est la concentration molaire ou la molarité. Et I, c'est le facteur correctif de Von Hoff. I, il vaut alpha, bêta moins 1 plus 1. Je vous rappelle ce que c'est que alpha, c'est le taux de dissociation, c'est le nombre de molécules dissociées, c'est un pourcentage, hein, c'est le nombre de molécules dissociées divisé par le nombre de molécules totales, fois 100 si vous voulez, mais c'est 0,2, 0,4, 20%, 40%, 80%, ça dépend de l'électrolyte. Et bêta, c'est le nombre d'ions qui sont produits par la dissociation. Donc, par exemple, on va faire l'application pour ces 4 composés. Alors, le NaCl, il se dissocie dans l'eau en Na+, plus Cl-. Donc, alpha, le taux de dissociation, c'est 1, c'est 100%. Bêta, le nombre d'ions produits par la dissociation, ben, j'ai 2 ions, 2 unités cinétiques, Na+, et Cl-. Et donc, quand je calcule I, ben, I, c'est alpha, donc 1, 2 moins 1 plus 1, ça donne 2. Ben, je fais la même chose pour le deuxième composé. Ben, alpha, c'est 100%, donc c'est 1. Quel est le nombre d'ions produits par la dissociation? J'en ai 4. J'ai 3 Na+, plus 1 PO4 moins. Donc, j'ai 4 unités cinétiques. Et donc, quand je calcule I, je trouve 4. Alors, pour le glucose, la dissociation,
n'est pas possible, donc il ne se dissocie pas. Donc le alpha, c'est 0%, pas de dissociation, donc pas de d'ion produit, donc I, c'est égal à 1. Tout ça, c'est 0, il va rester le 1. Et la même chose pour l'urée, ça sera égal à 1. Alors, l'osmolarité, c'est I fois C1, ben, on va multiplier cette colonne-là, I, multiplié par C1, et ça vous donne l'osmolarité de chaque composé. Alors, l'osmolarité de la solution, ça sera la somme, puisqu'on peut faire 1 Na plus 2Cl-, ça donne 3 unités cinétiques. Donc, on va faire la somme des osmolarités. Donc, l'osmolarité totale de la solution, c'est la somme des osmolarités individuelles apportées par chaque unité cinétique. Et donc, la somme, ça donne 0,34 osmoles par litre. Maintenant, la concentration équivalente. Alors, la formule, c'est la concentration équivalente, c'est alpha Z fois Cm. Ça, c'est la concentration molaire du composé. Z, c'est l'électrovalence de la molécule. Et alpha, c'est le taux de dissociation. Bon, ici, c'est toujours 1 pour les électrolytes et 0 pour les non-électrolytes. Maintenant, que représente la concentration équivalente? C'est une ancienne notion qu'on utilise très peu maintenant, mais avant, elle était utilisée quand on ne connaissait pas la masse molaire. Et donc, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne, si vous voulez, le nombre, son unité, c'est équivalent par litre, elle vous donne le nombre de moles de charge élémentaire, E, qui sont dans la solution. Si, par exemple, ici, on vous dit, vous avez 0,16 équivalent par litre, c'est-à-dire, vous avez 0,16 moles de charge élémentaire. Et une mole de charge élémentaire, c'est 6,02 10 exposant 23 fois 1,6 10 exposant moins 19. Ça donne quoi? Ça donne le Faraday. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, le Faraday, c'est juste 96 500 coulants. Donc, c'est le nombre, si vous voulez, de coulants qu'on a par litre. Pourquoi c'est utilisé avant? Parce qu'on faisait plutôt des mesures conductémétriques. Vous ne connaissez pas encore la notion de masse molaire. Alors, on va appliquer cette... on va appliquer donc cette solution. Ben, alpha, ben, c'est 1, 1 et 0, 0. Donc, le glucose et l'urée ne vont pas apporter de moles de charge élémentaire puisqu'ils ne se dissocient pas. Donc, leur concentration équivalente va être nulle. Par contre, pour le NaCl, il va avoir un Z. Alors, le Z, l'électrovalence, si vous voulez, c'est le nombre de liaisons qui sont mises en place. Par exemple, entre Na+, et Cl-, vous avez une liaison ionique et ici, vous en avez 3. Donc, chaque dissociation va libérer 3 charges élémentaires positives et 3 charges élémentaires négatives. Et la concentration équivalente, si vous voulez, n'oubliez pas que les solutions sont neutres, donc vous aurez la même concentration équivalente pour les charges positives que pour les charges négatives. Donc, ça ne sert à rien de les donner tous les deux. Quand on donne une, c'est valable pour les charges négatives. Alors, on applique ceci. Alors, combien je vais avoir de charges élémentaires pour Na+, et Cl-? Ben, j'en ai une, puisque alpha, c'est 1, 100%. Z, c'est 1, j'ai une liaison. Donc, j'aurai 1 fois 1 fois Cm fois 0,1, ça donne 0,1. Je fais la même chose pour le PO4 Na3. Ben, j'ai 3 charges élémentaires positives et 3 charges élémentaires négatives. Donc, ça sera 3 fois 1 fois 0,02, ça donne 0,06. Et quand vous faites la somme, vous allez trouver 0,16 équivalent par litre. Vous pouvez dire 0,16 ou 160 milli-équivalents par litre. Ça, c'est la concentration équivalente. On peut la donner totale. Bien sûr, ça sera la même pour les charges négatives. Ici, on a tenu compte, c'est la même chose. Vous aurez 0,16 équivalent par litre de charge positive et 0,16 équivalent par litre de charge négative. C'était la dernière question. Oui, concentration équivalente. On passe au deuxième. Alors, soit une solution aqueuse de 1 litre contenant les composés suivants. Vous avez le calcium de plus qui contient 18 milli-équivalents par litre, le Na+, 18 milli-équivalents par litre, le chlore, 36 milli-équivalents par litre, le glucose, 900 mg par litre, donc, puisque la solution, c'est 1 litre. Et l'urée, 180 mg par litre. Donc ici, si vous voulez, ces valeurs, ça, je peux la considérer comme étant une concentration équivalente, on appelle aussi normalité, et ça, je peux la considérer comme une concentration pondérale, puisque 900 mg sont contenus dans 1 litre. Alors, on vous demande de calculer l'osmolarité de la solution. Alors, on revient à notre formule pour les normalités.
ou les concentrations équivalentes, c'est alpha Z fois Cm. Alors, vous avez 18 mg milli-équivalent par litre pour le calcium de plus. Alors, sachant que son Z est égal à 2, il apporte 2 charges élémentaires. Donc, ça veut dire que sa concentration, s'il apporte 18 milli-équivalents, ça veut dire que sa concentration, c'est 9 millimoles. Si vous faites 9, la concentration multipliée par Z égale à 2, alpha est égal à 1, vous allez trouver les 18. Donc, il suffit de diviser par 2. Par contre, pour le Na+, il a une charge élémentaire, donc Z c'est 1. Ben, si j'ai 18 milli-équivalents par litre de Na+, ça veut dire que j'ai 18 millimoles par litre. Je peux dire aussi osmol par litre, c'est la même chose, puisque les Na+, le calcium de plus, ne vont pas se dissocier. Donc, quand j'ai une millimole de calcium, j'ai une millimole d'unité cinétique, et donc j'ai une milliosmol aussi. Hein. Donc, je peux les confondre. Alors, même chose pour le chlore. Hein, si vous avez 36 milli-équivalents par litre, ben, vous allez avoir 36 millimoles par litre de chlore. Bon, vous voyez bien que, regardez, si on fait la somme des milli-équivalents positifs, on trouve égal à la somme des milli-équivalents négatifs pour avoir une solution neutre. Hein. Donc, 18 plus 18 est positif et 36 pour les négatifs. Alors, maintenant, pour le glucose, la concentration molaire, ben, c'est Cp divisé par M. On nous a donné Cp hein, en données. Donc, c'est 900 mg et pour l'urée, 180 mg. Donc, vous pouvez calculer donc, Cm pour le glucose et pour l'urée. Et donc, qu'on peut assimiler à des osmolarités puisque ces composés, ce sont des unités cinétiques. Donc, si vous cherchez l'osmolarité totale, vous faites la somme 9 plus 18 plus 36 plus 5 plus 3 et ça vous donne 71 milliosmoles par litre qui est l'osmolarité totale de la solution. Alors, deuxième question. On vous dit calculer l'abaissement cryoscopique. Ben, l'abaissement cryoscopique, on applique la formule delta T égale à Kc fois oméga. Comme je l'ai dit, la remarque, on confond ici, on peut confondre osmolalité et osmolarité et activité osmotique pour une solution aqueuse diluée, c'est la même chose. D'accord ? Donc, si vous avez une osmole par kilogramme, vous pouvez l'assimiler à, par exemple, une osmole par litre, c'est-à-dire osmolarité et osmole. Mais dans la réalité, il faut faire attention, comme on l'a fait tout à l'heure pour le cas du plasma sanguin, lorsqu'on a mesuré l'osmolalité. Hein. Donc, il faut faire attention. Ici, c'est des exercices, donc on peut simplifier. Alors, on trouve, quand on fait delta T, Kc, donc c'est 1,86, l'osmolarité, on vient de calculer 71 milliosmoles, donc 10-3, ben on fait le calcul, on trouve 0,132 degrés Celsius. Il y en a qui l'écrivent négativement, hein, comme je vous l'ai dit, ça veut dire qu'ils inversent le delta T, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la température de congélation de cette solution, elle s'effectue à moins 0,132 degrés Celsius, puisque c'est une solution aqueuse, et l'eau, elle se congèle à 0 degré. Donc, vous l'écrivez comme ça ou ça. L'essentiel, c'est de comprendre le sens. Mais si quelqu'un vous dit à quelle température ça se congèle, vous ne pouvez pas lui dire 0,132. Ça, c'est l'abaissement cryoscopique. Si elle se congèle à moins 0,132 degrés Celsius. Alors, après, question suivante, on vous dit combien de grammes de glucose devrait-on rajouter à la solution pour que l'abaissement cryoscopique soit de 0,54. Donc, remarquez, il était à moins 0,132, il était à moins 0,132 et on veut l'abaisser à moins 0,54. Donc, on doit rajouter, c'est-à-dire augmenter l'osmolarité pour rendre encore plus difficile la congélation et faire baisser la température de congélation. Alors, on nous a donné un nouveau delta T qui est 0,54 degrés Kelvin. Ben, on va trouver cette nouvelle osmolarité. Donc, on applique la formule delta T prime, le nouveau, est égal à Kc fois oméga prime, et on tire oméga prime égale 290 milliosmoles par litre, à comparer avec les 71 milliosmoles de tout à l'heure. Donc, on a augmenté l'osmolarité pour diminuer encore plus l'abaissement cryoscopique. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté? Ben, donc, on avait 71 milliosmoles par litre et on a 290 milliosmoles par litre. Le volume, n'oubliez pas, c'est 1 litre, attention. C'est pour ça qu'on fait directement la différence. Si c'était des volumes V1 et V2, il faudra multiplier par les volumes pour trouver la quantité. Mais comme ici, on va multiplier par 1 litre, ici on va multiplier par 1 litre, ça reste 290 moins 71. Et donc, on a 219 milliosmoles dans ce litre-là. Donc, on a rajouté dans ce litre 219 milliosmoles.
Donc, il faudra rajouter donc 219 milliosmoles. Pour trouver la masse de glucose qu'il faudra rajouter, il faut convertir ces milliosmoles en masse. Donc, on va multiplier par la masse molaire. Donc, la masse qu'il faudra rajouter, c'est le nombre de moles, 219 milliosmoles multiplié par la masse molaire. Et on trouve qu'il faudra rajouter 39,4 grammes. C'est la dernière question. Exercice 2. Pardon. Oui, c'est la dernière question. On passe à l'exercice 3. Alors ici, on vous dit la pression osmotique d'une solution obtenue en dissolvant 3 grammes d'une biomolécule non dissociable dans 0,25 décimètre cube d'eau à 25 degrés Celsius et de 0,059 atmosphères. Donc ici, on vous a donné la pression osmotique d'une solution. On vous a donné qu'est-ce qu'on a dissous dans ce volume-là. Donc, on est en train de vous donner, si vous voulez, le CP. Et on vous dit que la molécule est non dissociable. Donc, tout ceci va vous permettre de calculer l'osmolarité. Alors, on vous dit quelle est la masse molaire du composé. Ça, c'est une manière, une technique, si vous voulez, de mesure de la masse molaire d'un composé qu'on ne connaît pas. Donc, on néglige bien sûr la variation de volume due à la dissolution pour avoir toujours une solution diluée. Et on vous donne l'atmosphère, c'est 1,01325 bar ou 1,01325, 10 puissance 5, pardon. Ici, c'est 10 puissance 5 Pascal. Il y a une petite erreur. Alors, on a la pression osmotique, c'est RT oméga, c'est RTI, c'est M, et c'est RTI. Et comme on a CP, donc c'est CP sur grand M. De ceci, alors là, ça, c'est une constante, là, des gaz parfaits. Température, on l'a. Le facteur correctif de Von Hoff, I, c'est 1, puisque c'est une molécule non dissociable. La pression osmotique, on l'a. Donc, la seule inconnue, c'est la masse molaire qu'on peut trouver. Donc, la masse molaire, c'est RTICP sur P. Vous avez toutes les données. Donc, R 831, température 298 Kelvin, I, c'est 1, CP, c'est 12, et divisé par la pression osmotique. Et on trouve 4971, donc c'est une macromolécule, 4971 grammes par mol. Alors pour l'exercice 4 et 5, je vous laisse les faire tout seul. C'est très facile. Hein. Essayez c'est juste, je vous donne ici les réponses, mais c'est quelque chose qui est absolument très facile à faire. Donc je vous souhaite bonne chance pour la suite et on se retrouve la semaine prochaine pour l'optique. Alors, si vous avez des petites questions comme ça rapidement, je peux essayer de, même en dehors du cours, je peux répondre à vos questions pendant 5 ou 10 minutes. Je vous écoute. Et s'il n'y a pas de questions, je lève la séance. La différence entre l'osmolalité et l'osmolarité. Parfait. Je réponds à cette question. Alors, l'osmolalité et l'osmolarité, on compte le même nombre d'osmoles. Par contre, quand on divise ne divise pas par la même chose. Alors, l'osmolalité, c'est le nombre d'osmoles par unité de masse de solvant. C'est-à-dire, si tu as 1 kg d'eau, disons 1 litre d'eau pure, sa masse, c'est 1 kg. Quand tu mets 2 osmoles, l'osmolalité, ça sera 2 osmoles par kilogramme. Maintenant, si tu dis 2 osmoles par litre, c'est juste aussi. Mais le problème, c'est que le volume, il change avec la température. Donc, tu peux dire à température ambiante, c'est 2 osmoles par litre. Mais si tu appliques, par exemple, tu essaies de faire l'expérience de la cryoscopie, tu vas baisser la température. Si tu baisses la température, le volume va se contracter, il va diminuer, et donc ton osmolarité va changer, elle va être plus grande. Et donc, il faut savoir, si tu travailles à température constante, elle ne change pas, tu peux travailler avec l'osmolalité, pas de problème. Si maintenant la température change, travailler avec l'osmolalité va te causer un problème puisque ton volume va changer et donc automatiquement ton osmolarité va changer. Maintenant,
du point de vue mathématique, c'est juste osmol divisé par litre pour l'osmolarité et osmol divisé par kilogramme de solvant pour l'osmolarité. Ben, je viens de le dire, donc tu peux, je ne sais pas la vidéo, je ne sais pas on vous la poste ou pas, mais j'essaierai de la récupérer pour vous la poster sur notre plateforme à nous, hein, et vous pouvez noter tout ce que je viens de dire, hein, d'accord? Je ne peux pas écrire ici, hein. Si je me mets à écrire, ça va prendre du temps. Mais si tu as un problème, tu peux m'envoyer un email. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Pas de question? Voilà, donc on arrête ici. On se voit donc mardi prochain pour démarrer l'optique. On va démarrer doucement et on fera un petit cours le mardi et le jeudi, on fera la séance de TD sur cette optique. Et il nous restera une autre, c'est juste pour vous mettre au courant, et il nous restera une autre séance d'optique sur les lentilles qui sera faite l'autre mardi. Donc on va faire 3 séances avant les vacances. Voilà, je vous remercie et je reste disponible par email si vous avez des questions. Merci, au revoir. Vidéo. ما انتش تعطيني الفيديو تاع المنجستور.